Bonjour François et merci beaucoup d'accepter cette interview. Donc François Barre qui est judoka, artiste, coach et peut-être j'en passe encore. Mais enfin, l'une des raisons de l'interview c'est aussi que tu prennes bien le temps de te présenter. Ouais. Et merci encore pour ton temps, c'est très contente. Merci à toi Lynn de m'avoir invité, c'est un plaisir pour moi d'être là et de pouvoir partager voilà, sur différents sujets. C'est vrai qu'on peut, je pense, balayer des sujets hyper variés et c'est ça qui va être, je pense, super intéressant. Ouais. Donc, merci à toi pour l'invitation. Voilà. Et bien écoute, je propose que tu commences par te présenter. Alors évidemment, t'as le champ des possibles est ouvert pour la présentation. Moi j'aime bien quand même, je te dis mon petit truc, j'aime bien savoir comment les gens ont découvert le judo. Voilà, ça a été quoi la petite porte d'entrée, ouais. Je trouve que c'est toujours intéressant. Et puis voilà, raconte-nous un petit peu ton parcours. Ok, avec plaisir. J'allais commencer de toute façon par le judo, puisque c'est ça qui nous lie aussi aujourd'hui. Mais voilà, moi j'ai commencé le judo à 6 ans. Comme beaucoup d'enfants, j'étais assez voilà, hyperactif. Voilà, j'avais toujours, j'aimais bien me bagarrer un peu. Et puis surtout, au-delà de ça, j'avais vachement d'énergie à dépenser. Ouais. Et j'adorais le Japon. Déjà à 6 ans De tout petit, j'adorais le Japon. Alors, je mettais dans le Japon l'Asie. Ouais. Tu vois ouais. Et du coup, il y avait un club de judo à 7 km de chez moi, dans la ville de Pouzauges. Et j'ai démarré le judo à 6 ans, donc en 1993. Et voilà, et après, c'est comme ça que derrière, j'ai enchaîné. Ça m'a tout de suite super plu. Je m'amusais beaucoup et puis j'adorais les techniques, tu vois, il y avait quelque chose d'un peu magique là-dedans. J'avais des très bons professeurs qui étaient aussi beaucoup d'amour, enfin qui avaient aussi beaucoup d'amour, pardon, et du coup ça se sentait et je me sentais bien en fait. Ouais. Le dojo était vraiment un lieu où je me sentais super bien. Et du coup, on avait, tu sais, ces petits passeports, les passeports jeunes à l'époque, et dedans, il y avait les techniques qui étaient dessinées, et du coup, je m'amusais à les regarder, même sur les techniques qu'on n'avait pas encore apprises, plus loin, pour... prendre un peu d'avance. Ouais, prendre un peu d'avance, et puis aller les tester, et puis voilà, je me régalais, quoi. Et du coup, j'ai toujours continué le judo après, j'ai jamais arrêté. Tes parents n'étaient pas du tout spécialement dans le judo ou... Non. Okay. Non, pas du tout. Mon père, en fait... avait côtoyé, mon père il a à peu près 70 ans, mais il avait côtoyé la famille de Stéphane Traîneau quand il était petit. Ah ouais. Donc il avait eu vent du judo naturellement, mais lui à son époque, entre guillemets, il y avait très peu de clubs de judo. Ouais. Mais voilà, il avait déjà quand même une espèce de petite fibre pour le judo, il aimait ça. Ouais, il savait ce que c'était. Et puis d'ailleurs, lui, il a commencé le jiu-jitsu quand j'ai démarré le judo. Mon frère en a fait aussi. Enfin voilà, on s'est mis. Ma mère a fait du taïso. Ah ouais, voilà, toute la famille. Tout le monde a mis un peu un pied dans le judo. Et voilà. Donc après, j'ai continué. Et puis la suite de l'histoire, c'est que j'ai intégré le pôle espoir de Nantes. C'était en 2002, septembre 2002. Donc ça veut dire pôle espoir, t'avais quel âge ? Et j'avais 15 ans. D'accord, près, ouais. Donc au niveau du lycée quoi ? Ouais, voilà, en seconde. En seconde, je suis arrivé au pôle espoir. Et puis ensuite j'ai continué. Là au moment où t'es arrivé au pôle espoir, est-ce que c'était juste parce que t'avais envie de pratiquer vraiment tous les jours, t'adorais ça ? Est-ce que t'avais des ambitions peut-être de haut niveau ? Comment ça se passe à cet âge-là et qu'on prend cette décision ? Parce que c'est pas tous les ados ne décident pas de partir en structure. Quoi. Ouais, super intéressante ta question parce que justement je faisais des résultats, des bons résultats régionaux et du coup je pouvais aller en pôle espoir. Donc je me suis dit ça peut être génial de faire du judo tous les jours et pourquoi pas forcément d'aller sur des championnats de France, de revenir avec une médaille, et puis pourquoi pas après être en équipe de France, et puis être comme tous ces champions que j'avais sur le mur de ma chambre, tu vois. Et mais en fait, justement, je pense qu'à 15 ans, certains jeunes savent vraiment ce qu'ils veulent, et ils sont bien accompagnés pour ça. Et d'autres sont dans le fantasme. Et moi, je pense que j'étais vraiment dans le fantasme. Tu vois, autour de moi, personne n'avait été athlète de haut niveau. Voilà, donc c'était tu vas au plus haut que tu peux aller, et puis ce sera super, et puis c'est déjà super d'être là. Tu vois, c'est ce discours-là, mais qui n'est pas un mauvais discours. C'est encore une fois plein d'amour. Mais, alors j'avais aussi des profs qui avaient, certains qui avaient fait du haut niveau, donc ils savaient. Mais finalement, c'est vrai que tu te retrouves dans cette machine-là, et puis avec des super profs. Moi, c'était Franck Courtois et Arnaud Gendre et Yannick Viau qui m'entraînaient, donc c'était vraiment des très bons profs.
Et dans mon club avant, j'avais aussi eu des super entraîneurs et professeurs. Et du coup, bon, bah voilà, je me sentais bien, mais finalement, je savais pas vraiment où je voulais aller. J'avais pas vraiment de vision, en fait. Tu vois, je prenais un peu comme c'était au jour le jour, avec cette envie d'aller au plus haut et de rêver à une médaille nationale, internationale et tout ça. Mais en fait, tu vois, entre ces rêves-là et la réalité, bah, je savais pas par où passer et je mesurais pas combien il fallait s'entraîner fort pour pouvoir être pour concrétiser voilà, vraiment à ce niveau-là. Donc c'est aussi super intéressant parce que bah, ça maintenant je le remarque maintenant. Mais avant, je le remarquais pas et j'avais pas autant de recul. Et surtout, je me disais, mais je comprends pas pourquoi eux ils y arrivent et puis moi parfois j'y arrive pas. Et puis il y a des tournois où je suis très bon et des tournois où ça le fait pas. Et voilà, donc bon, j'avais fait un petit parcours quand même en cadet. J'étais content, j'étais allé au championnat de France. J'avais fait des bons tournois. Enfin voilà, je m'étais. Puis j'ai continué junior-senior derrière. Mais c'est vrai que. Ben, ce passage-là m'a fait voir aussi le judo d'une autre manière. Parce que j'étais que dans la compète. Je ne jurais que par la compétition, comme beaucoup de jeunes de cet âge-là, quoi. Tu vois, j'avais envie, j'étais là pour ça, j'avais envie, et puis c'était ton monde. C'était mon monde. Mais je vois aussi que j'ai été très bien accompagné. Enfin, les professeurs et les entraîneurs que j'ai eus ont toujours été assez bienveillants avec moi et nous ont toujours bien accompagnés là-dedans, tu vois. C'est-à-dire que derrière, il y avait vraiment aussi ce côté, ils étaient très pédagogues. Et toi, derrière, j'ai été professeur de judo et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce que je sais que pour eux, quand la compétition était terminée, il n'y avait pas que ça dans la vie. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai su, je pense, choper, attraper, et qui m'a aussi donné envie de, à mon tour, partager le judo et continuer de le faire vivre à d'autres. Mais du coup, concrètement, comment ça s'est passé pour que tu deviennes prof ? Il y a un moment donné où le pôle ou la structure te propose de passer un diplôme. Est-ce que c'est toi qui as eu l'envie ? Comment ça se passe cette transition ? Est-ce que ça se fait les deux en même temps, compète et prof ? C'est moi qui ai eu l'envie en fait. J'ai eu l'envie de me lancer sur un brevet d'état. Et puis alors à côté j'étais aussi animateur avant en centre de loisirs, donc j'aimais bien ça. Et voilà, donc j'ai eu envie de repartager. Et c'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Donc finalement, je me suis lancé là-dedans à 19 ans. Et donc, très tôt alors. Ouais, très tôt, ouais. Et du coup, en parallèle de mes études, je faisais ça. Je faisais des études d'abord de STAPS, ensuite de langue, et après encore de STAPS. On y reviendra plus tard. Et voilà, quoi. J'ai démarré là-dedans, dans ce cursus-là. Et puis, en 2007, du coup, je suis devenu prof de judo. Et tu as continué prof et compète. Est-ce que pour toi, de devenir prof, c'est arrêter la compète ? Comment tu voyais ça ? Non, j'ai continué prof et compète. En fait, le premier club, j'ai passé 6 mois, c'était très court, mais je donnais 1 ou 2 cours par semaine, donc bon, ça m'empêchait pas de m'entraîner. Et deuxième club, c'était un club qui était en périphérie de Nantes. Et dans ce club-là, je donnais à peu près 6 heures de cours, ce qui n'est pas énorme, et je faisais le suivi compétition aussi les week-ends. Et là, je continuais toujours de m'entraîner. Ouais, parce que c'est ça, je trouve que c'est pas évident du tout de juxtaposer son entraînement perso, de donner des cours, ça prend quand même pas mal de soirs. T'as réussi à gérer ça ? Oui, mais avec 6 heures de cours, c'est facile à gérer. Par contre, ensuite, c'était en 2014, je suis arrivé au Judo Atlantic Club à Nantes, où là j'ai été finalement prof principal avec une grosse partie des heures. Et c'est là où, tu vois, j'avais 27 ans, 28, et je me suis dit, au début j'ai voulu faire un peu de compète, puis après je me suis dit, non, tous les jours je suis sur le tapis, tous les soirs, et en fait j'avais même plus forcément envie, tu vois. J'avais plus envie, et puis j'avais des bons athlètes desquels il fallait aussi que je m'occupe. Donc au début je suis allé un peu m'entraîner avec eux sur le cours régional, ce qu'on appelle le CPS, tu vois. Puis finalement même ça, tu vois, j'ai vite lâché. Donc je préférais m'entraîner avec eux sur le cours compète et le cours sur les cours adultes. Je faisais les randonnées avec mes élèves, mais après c'est vrai que finalement c'était devenu que mes entraînements à moi, et je m'entraînais plus pour moi.
Et ce qui m'a permis de me réentraîner vraiment pour moi à cette période, c'est le jiu-jitsu brésilien. Ah ouais. J'ai mis un nez dans le jiu-jitsu brésilien à cette époque-là, puis même pas qu'un nez, un pied Ouais. entièrement. Et ça m'a permis, parce que les horaires étaient différents, c'était le matin, c'était le ouais. midi, et du coup j'allais m'entraîner avec Mais comment t'as découvert ça? C'est une connaissance? C'est l'envie d'aller plus loin au sol? C'est quoi? Qu'est-ce que connaissance, et tu vois, j'aimais beaucoup le MMA. Ouais. J'avais un ami qui était combattant de MMA, qui était passé par le Pôle Espoir de Nantes aussi. Qui d'ailleurs s'appelle Souksavan Kampassat, hein, je peux le nommer, qui est maintenant un super professeur de grappling, jiu-jitsu brésilien et de MMA. Lui, c'est à côté de Angers. D'accord. Et du coup, je voyais Souk évoluer, je me disais, mais ça a l'air vraiment bien ce jiu-jitsu brésilien, tu vois, et j'ai envie de tester. Et j'y suis allé, et c'était génial, je suis tombé sur des gens vraiment chouettes. Et du coup, voilà, j'ai pu progresser, faire progresser mon sol. T'aimais bien le sol avant ou t'étais comment par rapport à ça? Ouais, j'aimais bien le sol, mais pas non plus j'étais pas D'accord. non plus un grand fan. Mais en fait, là, je me suis mis à adorer ça, vraiment. Et j'ai eu un super prof, qui est un pote là, il s'appelle Baptiste Landais. Et d'ailleurs, maintenant, il est professeur de jiu-jitsu brésilien au Dojo Nantais à D'accord. Nantes. Voilà, ils ont ouvert une section. Et c'est un excellent prof, hyper pédagogue et tout. Et du coup, il m'a vraiment donné l'envie et il m'a fait comprendre surtout l'avantage de pratiquer le jiu-jitsu brésilien et de le mettre pour le judo. Ah ouais, génial. Et du coup, je me suis régalé parce que du coup, ensuite, j'ai pu pratiquer ça, l'intégrer dans mon judo, mais le mettre vraiment à ma sauce judo. Et ensuite, surtout, le repartager à mes élèves. Ce que j'ai vraiment adoré faire parce que moi quand j'avais 15-16 ans j'étais pas bon au sol et je me souviens de ma première compète cadet où je me suis pris je crois 2 clés de bras, j'avais rien compris, je savais pas défendre, tu vois, c'était l'enfer. Et en fait je me suis dit non seulement je vais le faire pour moi parce que je peux m'entraîner, je peux apprendre quelque chose et puis je peux m'amuser, mais en plus ça va servir à mes élèves. Et du coup, effectivement, ça leur a bien servi parce que très vite, j'en ai quelques-uns qui ont commencé vraiment à bien faire judo au sol aussi et en fait à devenir complet. Et c'est ça que j'aimais bien. Ah oui, et puis c'est fou la richesse là, pour le coup. On voit vraiment la différence. Hein, parce que finalement, un judoka qui est pas moyen, mais voilà, qui est bon debout, mais qui fait judo normalement, entre guillemets, je sais pas si on peut nommer ça comme ça, mais là. En pratiquant le sol de manière vraiment plus précise et assidue, il devient quelqu'un de complet et qui peut être entre guillemets dangereux debout et au sol. Donc c'est hyper intéressant. Puis ce qui est intéressant pour nous au judo, c'est de travailler cette fameuse liaison debout-sol. Et là on devient vraiment fort, je pense, parce qu'on développe une intelligence de combat, une intelligence de randori, une intelligence de combat vraiment intéressante pour aller chercher cette liaison. Et quand on trouve pas la solution debout, être capable de trouver soi-même les clés pour emmener la situation au sol et puis pour conclure au sol. Et ça, je trouve que c'est vraiment passionnant en fait. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre du jiu-jitsu brésilien. Et comme eux, je pense, ont des choses à apprendre sur notre manière de pratiquer debout. Je pense qu'on a tous à apprendre des uns des autres, tout simplement. Sûr, mais voilà, je trouve ça très intéressant et d'aller jeter un œil, c'est vraiment intéressant. Et je trouve ça très bien que les deux fédés se soient liés cette année. Pour moi, c'est une vraie preuve aussi d'intelligence des fédérations. Plutôt que de rester et de défendre un peu son petit truc de son côté, ça n'a pas de sens. On est là, on vient de la même racine, donc voilà, faut partager en fait. Et voilà. Et du coup, donc là, pendant plusieurs années, tu fais tes cours le soir, jiu-jitsu brésilien en journée. T'es vraiment à 100% sur les tatamis, quoi. Ouais, à 100% sur les tatamis, quasiment tous les soirs et tous les week-ends. Parce que j'ai des élèves, en plus, j'avais des élèves qui marchaient bien. Donc on allait sur les tournois, on allait sur les tournois nationaux, sur les championnats de France. Donc voilà, ça c'était aussi c'est magnifique, tu vois, tu te balades avec tes élèves dans ton minibus et tu pars en compète et c'est génial. Et justement, toi qui étais compétiteur,
Là, du coup, t'es de l'autre côté, enfin, tu restes dans la compétition, mais sous une autre forme, t'accompagnes des compétiteurs. Ouais. C'est agréable, tu vis la compétition différemment, est-ce que, voilà, est-ce que t'as vraiment plaisir à coacher ces jeunes? Est-ce que peut-être tu t'es servi de, alors je sais pas si on peut appeler ça des erreurs, mais en tout cas, de ton expérience pour leur orienter leur chemin? Ouais, bien sûr. C'est clair que enfin, tu vois, en tant que professeur de judo, je partageais aussi mon histoire. Ouais. Mais l'idée pour moi, c'était de pas faire un transfert. C'est-à-dire de pas dire ah bah puisque j'ai vécu ça, attention, non non non. C'est aussi important que les élèves parfois fassent leurs erreurs. Ouais. Et du coup de pas être trop papa poule quand on est avec eux. Mais quand même savoir les emmener et bien les diriger et bien les aiguiller plutôt Ouais. dans le sens. Donc ouais, moi j'adorais ça. Et du coup être de l'autre côté pour moi c'est aussi très intéressant puisque ça me permettait de continuer de vivre la compétition mais d'une autre façon et en fait de glisser tranquillement, de sortir tranquillement de la compétition en fait. D'accord. Parce que les premières années c'était dur, je me disais ah il faut que je reprenne, mais c'était il faut que je reprenne, Ah oui. c'était pas j'ai envie de reprendre, mais enfin parfois c'était un peu j'ai envie, mais je me disais ah quand même je peux pas arrêter là. T'avais l'impression qu'il te manquait quelque chose ou... Ouais, parce qu'en fait, tout simplement, quand t'es compétiteur et que t'es tout le temps dans la compète, ce qui se passait, c'est que tu t'identifies beaucoup à ça. Donc en fait, t'as l'impression de n'exister que à travers ça, dans le judo. Alors qu'en fait, il y a plein d'autres choses dans le judo. Et que tu n'existes pas qu'à travers une médaille. Ouais. Ça pourrait être peut-être un sujet après, mais voilà. Complètement. Et je pense qu'en tant que professeur, entraîneur, c'est là où notre rôle il est important aussi. Parce qu'aller chercher une médaille, c'est intéressant, créer une carrière, c'est hyper intéressant, mais je pense que c'est important aussi de les accompagner, que ce soit dans l'entrée de la compète ou la sortie de la compète. Ouais, Mais pas que le jour même, c'est dans la vie, quoi. Et je pense que ça, c'est vraiment important parce que moi, je connais beaucoup de copains qui étaient très forts au judo, qui avaient des résultats nationaux, et puis du jour au lendemain, ça s'arrête, et puis finalement, ils changent de chemin, et c'est très bien, mais finalement, il y a un peu de frustration, il y a quelque chose de mal vécu là-dedans. Et je trouve ça dommage, parce que je pense que ça peut être très bien vécu, si le chapitre se clôt avec tout le monde, et que ce soit bien emmené, en fait. Enfin, je pense que c'est important de savoir l'emmener, de savoir l'accompagner. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, notamment pour les enfants. Et je trouve que du coup, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a vite des pro-compètes et des anti-compètes. Bon, il y en a qui pensent que juste c'est pas bien et d'autres qui vont dire si c'est bien. Et en fait, pour moi, c'est ni l'un ni l'autre, ça dépend tellement de comment t'accompagnes les choses. Ouais. Et c'est pareil, on dit souvent qu'il y a des enfants qui aiment pas ça ou des enfants qui aiment ça. Je dis ouais, mais c'est vrai que si on accompagne mal, ça peut être très vite mal vécu par un enfant qui veut plus en entendre parler. Et à l'inverse, si on accompagne bien, ça peut être vraiment une belle expérience. Donc vraiment, je suis... Ouais, mais je suis absolument d'accord avec toi là-dessus. Et je pense que être pro ou contre la compète, c'est pas que c'est pas un sujet, mais en fait, chacun fait de la compète parce qu'il a envie d'en faire, et c'est très bien. Et en fait, surtout, chacun a le choix de faire de la compète. Et je pense que là où c'est problématique, c'est quand on pousse les gens à faire de la compète alors qu'ils n'ont pas envie, parce qu'en fait, on est tous branchés différemment, on est tous faits différemment. Et il y en a chez qui ça va être un moteur de faire de la compète, ils adorent ça, ils prennent du plaisir, et d'autres qui n'aiment pas ça du tout, en fait. Et c'est pas grave, ils ne valent pas moins que ceux qui aiment faire de la compète. Voilà. Et puis d'autres qui n'aiment pas ça, mais parce qu'ils ont été mal... Moi, je discutais encore avec Sandrine qui dit ça, elle dit moi, ma première compétition à 9 ans s'est tellement mal passée que j'ai plus voulu en entendre parler. Et puis aujourd'hui, elle s'éclate adulte parce qu'elle a juste réalisé que elle avait été vraiment très mal accompagnée. Donc ça dépend aussi vraiment des situations. Ok. Ouais, donc c'était bien d'accompagner tes jeunes, là. Ils ont eu de la chance de t'avoir quand même. Je sais pas si ils ont eu de la chance, mais en tout cas, je me suis vraiment régalé avec eux et j'étais super content de les accompagner, vraiment. Voilà, et puis en fait, la suite fait que... c'est que... en fait, en tant que professeur aussi, j'étais très investi dans le judo. Notamment aussi au niveau de la Ligue des Pays de Loire où j'intervenais sur des formations des EGEPS, des GEPS, des ESGEPS et du coup et BPGEPS, donc c'était intéressant sur la partie Newaza et sur la partie aussi plutôt comment on gère le projet de l'athlète. Alors un petit côté péda avec l'athlète quoi. Ça c'est génial. Et voilà.
Et du coup, bah, ça vient tirer le fil aussi de ma deuxième casquette qui est le coaching. Et du coup, eh ben, c'est là où je sais pas comment je peux faire le lien ici, mais dans ma vie il a été très simple, c'est que quand j'étais athlète, j'avais besoin d'être accompagné parce que je voyais qu'il y avait des moments où je me mettais la pression pour peut-être pas grand chose, mais en tout cas ça m'handicapait. Et je me retrouvais bloqué en compète, trop d'émotions à gérer, j'arrivais pas, tout ça. Donc j'ai bossé depuis une bonne dizaine d'années avec un coach en fait. D'accord. Donc vraiment sur la partie émotionnelle, Stress, on peut dire mentale, voilà, ouais. Ouais. Et puis finalement, je venais pour chercher de la performance et puis pour fluidifier ça. C'est-à-dire être aussi bon que j'étais à l'entraînement et être encore meilleur en compète. Donc pouvoir vraiment me libérer. Et j'ai grandi vraiment en tant que personne, tu vois, j'ai répondu à des questions finalement qui étaient là depuis tout le temps et qui m'ont aidé à mieux me connaître. Et du coup, mieux se connaître, c'est derrière être capable de mieux s'accepter et mieux se gérer aussi dans des moments comme dans la compétition. Et puis finalement, savoir si aussi on a envie de faire de la compète ou non. Tu vois, parce qu'il n'y a pas que... finalement, il y a plein de gens qui stressent en compète, mais en fait, ils stressent beaucoup en compète parce qu'ils n'ont pas envie d'être là. Oui. Et donc, c'est la question de fond, donc pourquoi continuer à se flageller si tu passes un mauvais moment, quoi, tu vois. Mais autant rester chez toi ou accompagner les copains, mais t'as pas besoin de faire forcément ça. Mais en même temps, le fait de le faire, ça vient montrer que t'aimes pas ça, ou peut-être que t'es stressé parce que tu t'identifies trop à ça, ou tu mets trop d'enjeux alors qu'il n'y en a pas, t'es là pour t'amuser, et tu vois, donc c'est intéressant parce que finalement ça permet de se connaître. Mais ce qui était le but de Jigoro Kano quand il a créé le judo, c'était qu'on apprenne à mieux se connaître pour que rendre la société meilleure, tu vois. Et du coup, finalement, pour moi la compète ça vient chercher ça. Ouais, ça vient aussi chercher la performance et être capable de réaliser quelque chose qu'on a en tête, un rêve et tout, et c'est magnifique. Mais c'est aussi venir mieux se connaître en fait. D'ailleurs, je suis pas sûre que les deux puissent être dissociés. Je me demande, j'ai jamais discuté avec des Teddy Riner ou Clarisse, mais je me dis, je pense, moi mon idée c'est que pour arriver à tel résultat, t'es obligé de passer par apprendre à mieux se connaître, et exactement ce que tu dis, quoi, en fait, avoir ce questionnement et aller chercher en soi. Ouais, je pense aussi. Sinon, je pense à un moment donné, tu bloques vite, quoi. Ouais, je pense que c'est important et que ça vient répondre chez nous à des questions qui sont intéressantes. Et puis parfois, il y en a aussi qui se posent pas de questions et c'est très bien. Dire, encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Je sais plus où j'en étais. Que du coup, t'es allé chercher avec ce coach, tu t'es retrouvé à te poser plein de questions et à avancer à ce niveau-là en tant qu'humain, en plus que sur le tatami de la compète. Ouais, il m'avait posé une question qui était intéressante. Il m'avait dit, mais qui est-ce qui se lève le matin, c'est l'homme ou le judoka? Et du coup, il t'es dit, intéressant. Et voilà, et c'est vrai que c'était une époque où le judo prenait beaucoup de place. Et que je me voyais vraiment plutôt à travers le judo. Donc c'était intéressant de voir que non, j'étais un humain qui mettait un judogi pour aller s'entraîner, et j'étais un humain et qui était judoka aussi, mais tu vois, j'étais pas un judoka qui était un humain. Très intéressant. Donc c'était hyper intéressant de voir ça. Et c'est ça, quand tu étais accompagné comme ça par un coach, assez rapidement, t'as vraiment beaucoup aimé au point de te dire, tiens, un jour j'aimerais bien faire comme lui, ou est-ce que c'est venu plus tard ou... C'est venu plus tard, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai fait des meilleures compétitions, je me suis vraiment lâché, je me suis fait plaisir, et ça m'a fait vraiment du bien. Et puis plus tard je me suis dit, c'est génial, j'ai envie de partager ça. Je me souviens que quand j'étais petit, je me disais, moi je veux faire un métier où je peux motiver les gens, accompagner les gens, quoi. Enfin, pour ça que finalement le judo, professeur de judo, c'était super. Puis là, venir mettre aussi la casquette d'aider les gens à réaliser leurs projets et à aller creuser en eux, voir où ça bloque pour donner des clés et que eux-mêmes finalement trouvent les clés et puis se sentent bien et réalisent vraiment leurs projets, ça me plaisait, tu vois. Donc je me suis formé, puis j'ai commencé à coacher. Du coup, t'as commencé vraiment via la porte du sport, voire que du judo, ou dès le départ, tu t'es dit je vais coacher peu importe le projet? Non, au début c'était plutôt les athlètes, quelques judokas, puis ensuite d'autres athlètes, puis là maintenant je continue, et puis je travaille en partenariat avec une école d'ingé notamment qui ont des athlètes de très haut niveau, qui font un double cursus, ingénieur et athlète. Donc j'ai des gens là qui font des championnats du monde, des championnats d'Europe, et c'est très intéressant. C'est très très intéressant parce que souvent je vois que finalement les gens sont pas là par hasard, tu vois, ceux qui ont aussi une ambition sportive assez élevée,
ils se posent des questions. Ouais. Et souvent, c'est ce qu'on... Tu vois, c'est parfois ce qu'on peut entendre. Ah, tu te poses trop de questions, mais en fait, je pense que c'est pas qu'on s'en pose jamais assez. C'est que parfois, faut aussi arrêter de s'en poser. Ouais. Mais faut se poser les bonnes. Et du coup, en gros, entre guillemets, c'est mon métier. D'accord. C'est d'aller, Ah ouais, c'est intéressant tu vois, ça. c'est d'aller poser Ouais. vraiment les questions aux gens. Utile. Ouais, qui font que tu as un déclic et que tu comprends pourquoi tu stresses et tu te rends compte qu'en fait, ton stress, c'est pas qu'il a pas lieu d'être, mais peut-être qu'il prend trop de place Ouais. par rapport à l'enjeu qu'il y a et faire de l'enjeu un jeu. Et enfin, tu vois, t'as tout ça en fait qui est hyper Ouais. intéressant et qui permet de mieux te connaître pour fonctionner simplement D'accord. et je pense aussi être au maximum de ta puissance, tu vois. Parce qu'en fait, en tant qu'humain, je pense qu'on est très puissant et que tout le monde peut être, tu vois, peut se réaliser pleinement et réussir ses objectifs et vivre la vie qu'il a envie de vivre. Mais du coup, ça nécessite, je pense, de se faire confiance et pour ça aussi de se poser des questions Ouais. et d'aller résoudre tous les petits trucs qu'on a pu avoir aussi depuis qu'on est gamin, qu'on a vécu, les traumas, tout ça. Enfin, tu vois, il y a des... Voilà, je pense qu'il y a des choses avec lesquelles c'est important de faire la paix pour continuer d'avancer. Et c'est parfois ces trucs-là qui sont très très vieux, bien engrammés, qui font qu'on arrive en compète, on est complètement bloqué parce qu'on est en train de revivre en fait peut-être quelque chose qui nous a traumatisé avant et on bloque et on sait pas pourquoi on bloque, mais en fait on bloque peut-être pour ça. Parce qu'on associe les deux alors que ça n'a pas lieu de... Enfin, c'est pas associable forcément, tu vois. Et du coup, voilà, mon travail c'est ça, c'est d'aller questionner et en tant que coach. Et du coup, je le fais aussi maintenant avec les entrepreneurs et quelques artistes. Ah voilà, c'est parce que c'est ce que j'allais te demander quand tu dis que chacun finalement a en soi la possibilité d'exprimer tout son potentiel, sa puissance dans son domaine. Bon voilà, je me disais, toi tu fais des athlètes de haut niveau avec cette école et d'autres. Ouais. Et du coup, voilà, tu as répondu avant ma question, c'était de savoir si ça pouvait s'appliquer. Enfin voilà, tu étais dans le domaine sportif parce que c'est aussi ton histoire. Est-ce que ça peut s'appliquer dans d'autres domaines, d'autres objectifs que les objectifs sportifs? Et tu sembles dire oui et que tu accompagnes du coup oui. entrepreneurs, artistes. Entrepreneurs, artistes et puis entreprises aussi. C'est-à-dire que puis des dirigeants d'entreprise. Donc j'interviens par exemple avec les entreprises, j'interviens en utilisant le judo. J'ai créé un atelier qui s'appelle Judoka du changement et je travaille en utilisant vraiment le judo, les principes et les valeurs du judo au service de l'entreprise. D'accord. Je fais le parallèle, la transversalité. Et du coup, je travaille aussi avec des entrepreneurs et finalement, tout ça, ça vient du judo. C'est que les entrepreneurs, enfin, tu vois, quand tu démarres quelque chose, un projet, c'est pas tout le temps simple d'aller au bout. C'est pas facile. Et souvent, t'es tout seul. Et t'as aussi beaucoup de bruit autour de toi. Des gens qui te disent « Ah là là, mais tu ferais mieux de faire ci, d'être salarié ou de faire ça. Comme ça, au moins, tu serais tranquille. » Et te lancer, personne n'a fait ça dans la famille. Ou nanana. Enfin, tu vois, il y a plein de discours. Et finalement, t'es un peu tout seul. T'es pas tout le temps soutenu. Et il suffit que tu prennes 1, 2, 3, 4, 5 échecs. Finalement, tu te diras à quoi bon. Et puis t'arrêtes. Alors que c'est dommage. T'as sûrement quelque chose de très intéressant à aller chercher. Très intéressant à donner aux autres, parce que pour moi quand tu es entrepreneur c'est ça, c'est que tu crées un service que tu partages au monde, tu partages aux gens, tu vois. Moi avec mon métier, l'idée c'est d'accompagner les gens, donc finalement c'est d'offrir un service à des gens pour qu'ils puissent s'épanouir, tu vois. C'est ça. Et puis eux-mêmes offrir ce qu'ils ont à offrir exactement. C'est un cercle vertueux en fait, tu vois. Et dans ta façon, quand tu accompagnes par exemple des athlètes de haut niveau et un entrepreneur qui se lance et encore à côté un artiste qui voudrait se développer, tu as l'impression que c'est les mêmes chemins de questions, tu retrouves des mêmes types de blocages, finalement c'est des mêmes mécanismes ou c'est quand même assez différent? En fait, le point commun de ces trois personnes, c'est que ce sont des humains et que, tu vois, finalement, on se pose souvent tous les mêmes questions. D'accord. Après, voilà, les gens, je les prends pas au même niveau, c'est-à-dire que certains ont déjà démarré, d'autres sont même pas en démarrage, d'autres démarrent tout juste, donc les questions vont être différentes, et surtout, c'est des humains qui sont différents, donc moi, je prépare aucune séance. D'accord. Les gens, on est en discussion, et en fonction de ce qui sort, je pose des questions. Ok. Tu vois, et où, je vais questionner, justement, ce que j'appelle les angles morts, tu vois. Ce qui est inconscient chez toi. Et du coup on va l'éclairer et j'avais pas vu et voilà c'est mieux, ça permet d'avancer. D'accord. Et c'est pas compliqué, je sais que
en France, beaucoup de gens perçoivent un peu ce métier comme un peu quelque chose de perché ou ésotérique peut-être, tu vois, un peu... ils savent, en fait, les gens ne connaissent pas et jugent. Et c'est dommage, parce que je pense que on peut facilement résoudre des petits problèmes intérieurs et du coup que ça se voit dans nos vies. Et surtout, là, si on parle de judo, tu vois, d'un point de vue, par exemple, compétition et bien-être, en fait. Parce que pour moi, le développement personnel, ça permet et d'aller chercher la performance, et d'être dans le bien-être. Et pour moi, t'as pas l'un sans l'autre. Enfin, t'as pas la performance sans le bien-être. C'est important d'être bien dans sa peau, bien dans son kim, pour, tu vois, pour te faire plaisir à aller t'entraîner aussi de manière un peu intensive. Parce que, là, je suis pas en train de dire que la prépa mentale résout tout. Bah non, c'est que derrière, il va falloir que t'ailles t'entraîner aussi, et que tu bosses, et que tu t'entraînes, et que tu verses des litres de sueur, et que tu chutes, et que tu fasses ton chemin. Mais si tu es content d'être là, ce sera pas du tout le même voyage que si tu viens parce que tu es obligé de, ou que tu as l'impression que tu as je sais pas quoi. Ou que tu stresses, que ça va pas marcher. L'idée c'est de prendre plaisir. Et en fait, moi l'idée aussi avec mon métier, celui d'accompagner, c'est ça. C'est tu vois, de mettre de la lumière sur pourquoi tu fais les choses, qu'est-ce que tu as envie de faire, et puis tu y vas, et c'est quoi le premier pas que tu fais en fait. Et ça, tu commences d'ailleurs, juste une petite question, mais tu commences à partir de quel âge ? Le coaching ? Ouais. On va dire, je coach des gens qui sont majeurs. Après, j'ai pu accompagner des mineurs, mais forcément les parents, c'est avec les parents, mais je pense qu'à partir de 15 ans, 15-16 ans, ça peut être intéressant, ouais. Puis c'est là où on commence, alors on se pose des questions tout le temps, mais tu vois, on commence vraiment aussi à faire son petit chemin seul, à faire ses choix, à avoir envie de faire des choses et de se retrouver un peu moins sans les parents, donc on est moins accompagné, et puis du coup on commence à avoir un peu plus de libre arbitre, tu vois, aussi. Donc c'est là où c'est intéressant, je pense, de se faire accompagner, mais que ce soit un espace où en fait on puisse prendre du recul. Je pense qu'il ne faut pas utiliser le développement personnel et la prépa mentale comme une espèce de béquille. Ah oui, tu vois. D'accord. Moi, l'idée, c'est que je travaille avec les gens et qu'après, c'est pas qu'on se revoit plus, mais on se revoit pas tout le temps. Le but, c'est quand même que... Et c'est ça. D'accord. Et ça t'est déjà arrivé de travailler avec des judokas, mais en dehors de la compète? J'y pense parce que du coup on a le programme Judo Couleur pour les adultes qui commence le judo, et c'est assez fou comme, alors pas la totalité, mais une bonne partie quand même, la confiance en soi ressort énormément. Et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est souvent l'une des raisons pour laquelle ils aiment le judo, c'est que du coup ça les confronte à ce manque de confiance en eux qu'ils n'avaient pas forcément dans leurs habitudes de boulot ou de famille où ils sont depuis des années, et ils trouvent ça intéressant aussi comme cheminement personnel. Et je me demandais si, est-ce que tu as déjà eu des demandes d'accompagnement de judoka en dehors de la compète, mais juste pour sa propre progression, être mieux sur un tatami, se sentir plus sûr de soi. Ouais, et puis c'est marrant parce que c'était un judoka qui avait une quarantaine d'années, mais qui était aussi entrepreneur à côté. Ouais. Donc finalement, c'était hyper intéressant parce que le judo venait faire écho à comment il était dans son entrepreneuriat. J'ai peur de chuter et tout. Ok, mais du coup, au niveau de la prise de risque, t'es comment? Oui, c'est vrai que c'est marrant. Enfin, tu vois, et le judo, il y a une vraie transversalité à faire en fait, qui est intéressante avec la vie. Et oui, bien sûr. Mais c'est vrai que souvent, finalement, j'ai plus des compétiteurs. D'accord. J'ai plus des compétiteurs, mais parce qu'en fait, tu vois. Venir parce que le judo en fait le judo fait son job tout seul, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est ça qui est génial, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est finalement entre guillemets un moyen pour moi de développement personnel, c'est que t'arrives, je sais pas, tu démarres le judo et tu vois que t'as peur de chuter ou que tu fais pas confiance à ton partenaire d'emblée alors que tu le connais pas, et tu te dis ok, en fait qu'est-ce que ça me renvoie, enfin je trouve que c'est intéressant de voir ça, de voir qu'en fait je fais confiance à personne et que j'ai peur de chuter et tout. Ça vient me montrer aussi peut-être qu'il faut que je lâche prise, faut que je lâche le contrôle sur
Tu vois, oui, sur oui, oui. peut-être le jugement que j'ai des autres ou des situations. Et que... Enfin, c'est hyper intéressant en fait. Je pense que le judo, du coup, fait aussi que les gens ont plus confiance en eux par l'expérimentation, par le fait de simplement pratiquer le judo. Avec des personnes bienveillantes et dans un bon climat, un climat d'humain chouette, tu vois. Et je pense que rien qu'en faisant du judo, tu t'avances dans ta vie en fait, parce que tu apprends à te connaître à travers toutes ces situations. Ouais, complètement. Ouais. Et que voilà, donc oui, donc des gens qui font pas forcément de compète, bah, j'en ai eu une ou deux, mais j'en ai pas beaucoup, Ouais. Non, j'ai Ouais. souvent des compétiteurs La demande qui est viennent moins pour forte, ce mais... truc. Ouais, c'est ça. C'est ça. D'accord. Ouais. Et donc, il y a quand même une question, j'ai pas du tout de transition, mais néanmoins, une question qui me brûle les lèvres. C'est que tu disais que tu accompagnes des artistes, mais je sais aussi que toi, tu es artiste.